s'enfanta des animaux pensants, avant d'aller où vont les mondes qui s'endorment. Dans le vide farouche, où rien n'avait de forme, ni le soleil ardent son front éblouissant, ni la lune aux yeux d'or, ni l'azur frémissant, le feu primordial tordait ses bras difformes. Dans l'éclaboussement abyssal des rayons, qui laissaient dans les terres pendre leurs larges mailles, des atomes ardents mêlaient leurs bataillons en une formidable et divine bataille, les flammes emplissaient les firmaments géants, et l'esprit du Seigneur flottait sur l'océan. Danse sur la lune. Ils dansent sur la lune, éclaboussant les rêves. Leur image s'élance dans l'abîme du ciel et montre à nos cerveaux pleins de fiel et de miel un pas d'homme souillant les fabuleuses grèves. Ils ont conquis le territoire essentiel d'où pourront s'élargir les voyages sans trêve. L'homme à travers l'espace a jeté ses longues lèvres, rien n'arrêtera plus leur vol torrentiel. Après la lune, Mars là-bas, l'étoile austère, et Vénus la brillante, en son nid de chaleur, attend le viol de l'ogre ensorceleur. Si grand et si petit, ô vivant de la terre, pourras-tu féconder l'ineffable mystère, toi qui ne sais porter que haine et que douleur. Alors, mes chers amis, le sujet que je vais essayer de traiter ce soir, sous les étoiles mystérieuses du firmament, le phare de l'atome à la Grèce. Nous allons d'abord définir ces deux termes, si vous le voulez bien, et je le traiterai plutôt sous l'angle ésotérique que sous l'angle physique, quoique les deux actuellement se mêlent d'une manière inextricable. Alors, l'atome, c'est atomos, c'est-à-dire ce qu'on ne peut diviser. Effectivement, c'est l'élément fondamental du cosmos, du moins c'est peut-être l'élément fondamental du cosmos, car actuellement, sous l'influence des cantats, on peut dire que tout est remis en question, y compris la notion même de l'atome. Mais cet atome remonte, semble-t-il, au point de vue historique, à deux êtres. D'abord, Leucippe et Démocrite, et ensuite un troisième qui s'appelle Épicure. Ces noms resplendissants de force n'ont peut-être aucune résonance, mais ils renferment une étonnante science. Pour Démocrite, l'atome est quelque chose d'indestructible, mais de matériel, d'infatigable, car il se veut toujours, d'éternel, car il ne peut pas être partagé. Alors voilà un élément qui, dès son apparition, apporte une série de problèmes. Le premier problème est une absurdité fondamentale. Si cet élément est matériel, il se trouve à l'intérieur de l'espace. Et comme l'espace est indéfiniment divisible, cet atome ne peut pas exister. Un atome matériel ne peut pas exister. J'entends bien, étant donné que l'atome est l'élément primordial et éternel, il ne peut pas exister s'il est spatial. Car état spatial, il est indéfiniment divisible. Alors la première absurdité, on a trouvé néanmoins qui existe, néanmoins qui est indestructible, et néanmoins qui est spatial. C'est la première énorme absurdité.
un deuxième plus grand encore. Il est limité, mais il est éternel et infatigable. Il ne cesse de bouger pendant l'éternité. Et cependant, c'est un petit objet, très petit, le plus petit qu'on puisse imaginer, et qui est très limité. Alors, cet objet limité, par exemple, une puissance, une force, une énergie illimitée. D'accord, je veux bien l'accepter. Je suis plein de condescendance pour toutes les hypothèses. Mais avouez qu'elle est absurde. Bon, tout est absurde pour nous dire que ça nous explique tout. Je veux bien, mais vous allez voir que ça n'explique rien. Car il y a d'autres problèmes que l'atome ne peut pas expliquer. Et déjà, au début, il y a immédiatement deux sortes d'atomes. L'atome de Démocrite, ne vous affolez pas, c'est celui qui rit toujours, et l'atome d'Épicure. Or, l'atome de Démocrite tombe dans l'espace infini en tourbillonnant, mais avec des voies précises. Il est soumis à la fatalité, il est soumis à une espèce de déterminisme absolu. Néanmoins, quand ils se réunissent et s'assemblent, ils forment des mondes. Quand ils ne se réunissent, ils se désassemblent, les mondes sombrent dans la profondeur du néant. Cette idée, tout à fait remarquable pour l'époque, à moins qu'elle ne soit sous un voile de symbolisme, ce qui n'est pas sûr, a été combattue par Épicure, lequel a déclaré que cette fatalité aboutissait à détruire toute liberté intérieure et qu'il ne voulait pas être soumis à cette fatalité, à ce déterminisme total. Et il a inventé notre atome. C'est l'atome qui n'est soumis à rien, à un certain, le hasard, et qui par conséquent n'est pas obligé de suivre une course déterminée. Il peut aller à droite, à gauche, à haut, en bas, sans qu'il n'y ait aucune raison. C'est ce qu'il appelle le phénomène. Il y a au fond de l'atome une liberté absolue, ce qui fait que ces mouvements sont imprévisibles. Étant imprévisibles, il n'y a jamais de possibilité d'un déterminisme total. Et cet immense vide que creuse l'atome dans son incertitude peut loger le libre arbitre humain. Effectivement, c'est parce que l'atome est indéterminé que le libre arbitre humain existe. Et si le libre arbitre humain existe, nous pouvons agir sur le monde, sur le cosmos, sur nous-mêmes, pour aboutir, par exemple, à la tranquillité, à la sérénité, à la perfection et à la totalité. Il faut dire que Épicure était assez dur, mais il voulait supprimer la peur chez l'homme. C'est un commencement d'intuition. Et il déclarait que l'homme a trois espèces de peur. La peur de la mort, la peur du lendemain, la peur de la souffrance. Et d'après lui, la peur des dieux également. Et d'après lui, on pouvait supprimer toutes ces peurs. La peur du lendemain, non, parce que le lendemain n'est pas déterminé. C'est nous qui le déterminons. Il n'y a donc pas de fatalité. Nous pouvons lutter contre la fatalité, l'écarter et choisir d'autres chemins. L'homme est libre et il peut remanier le cosmos. Alors la peur de la mort, là, c'est plus astucieux. Il prétendait que pour atteindre la perfection, il faut être débarrassé de la peur, mais il tombait dans une espèce de sophisme que nous pourrions qualifier d'amusant. Le sophisme, le voilà. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qu'on ne rencontrera jamais. Or, quand la mort est, nous ne sommes pas, et quand nous sommes, la mort n'est pas. Le rendez-vous avec la mort ne se fera jamais, donc on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qu'on ne rencontrera
il n'y a que des êtres humains capables de transformer le cosmos. Il y avait des épicuriens un peu particuliers qui étaient différents, mais qui continuaient à la transformer en la tradition d'Épicure. Ils prétendaient qu'il existe des dieux formés d'atomes ronds et subtils, mais que ces dieux vivaient joyeux dans les intermondes et qu'il était parfaitement absurde de supposer qu'ils vont quitter ce royaume de délices pour se mêler à cet enfer et la vie humaine. Et, évidemment, il avait attendu, voici qu'Épicure devenait, si j'ose dire, mystique. Et il déclarait que pour atteindre au bonheur, il faut être semblable aux dieux immortels, qui sont parfaits et qui ne s'occupent jamais du monde extérieur. Nous devrions donc atteindre à la perfection morale et ne nous jamais occuper des choses purement inférieures qui peuvent troubler notre esprit et empêcher l'azur de la perfection de se réfléchir dans le miroir de notre conscience. Il y avait donc déjà deux conceptions de l'atome. Eh bien, ces conceptions, par une extraordinaire coïncidence, se répercutent de nos jours. Et il y a ceux qui croient à la totale fatalité des choses et ceux qui croient qu'à l'intérieur des atomes, il y a effectivement des mouvements imprévisibles. Ces mouvements imprévisibles qui font que tout peut se transformer d'un moment à l'autre dans l'univers. Qui a raison? Je vous dirai immédiatement que si nous faisons intervenir la science, mettons occulte, ce seraient les seconds qui auraient raison. Il y aura toujours une possibilité de transformation dans le cosmos. Il n'est jamais soumis à des lois fantastiquement éternelles. Les lois se transforment. Les lois n'ont plus la même rigueur à un moment. Et les lois ne sont jamais qu'une demi-vérité, qui est en même temps une demi-erreur. Il y a dans l'univers, par conséquent, un mouvement permanent. Cette dynamique de l'atome et du monde est précisément ce qui probablement nous fait espérer découvrir les portes colossales de la vérité infinie. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Attendu que s'il y a un mouvement perpétuel, eh bien, justement, il n'y a pas de vérité absolue. Et il en a répondu à cela qu'il y avait une vérité absolue, qui était au-delà de tous les mouvements, et que l'on pouvait appeler l'ordre de l'univers. Beaucoup de physiciens actuels, par exemple Costa de Beauregard, affirment qu'il existe un monde mystérieux et qui serait d'ordre ultra-humain et qui serait en même temps le modèle du monde inférieur dans lequel nous vivons. Mais l'histoire de l'atome ne se borne pas à ce que je viens de vous dire. Il a fallu qu'il se transforme. Et la dernière transformation est une transformation assez extraordinaire, celle de Jean Charron. Eh bien, il avait commencé par admettre qu'il existait une multitude d'atomes, les éons, qui conservaient finalement une mémoire, en même temps qu'une sorte de libre arbitre. Eh bien, si j'ai bien compris, il a changé en disant que l'atome serait un point géométrique, d'où jaillirait une influence infinie. Ce qui fait que nous sommes tous, si j'ose dire, composés d'atomes, de points
est infinie. Or, je suis un peu au désespoir de dire à Jean Charron que cette théorie magnifique avait déjà été évoquée par un maître qui s'appelle le comte de Saint-Germain et qui l'avait dite nettement avant Charron. Et je vais essayer de vous démontrer par un livre qui a paru avant les investigations des grands mathématiciens modernes et qui est antérieur par conséquent à tous ces livres, y compris à celui J'ai vécu 15 milliards d'années. C'est le comte de Saint-Germain, où le personnage fabuleux que j'ai rencontré le 14 avril 1966 et qui le prétend. Ce personnage fabuleux, je suis bien persuadé qu'il est fabuleux, attendu qu'il y a ceci de particulier, c'est que son aura était foudroyante. Il pouvait être ce qu'il voulait, mais il avait un tourbillon d'énergie autour de lui. Et c'est, je crois, une des marques des maîtres quand ils veulent bien qu'on les reconnaisse, car ils peuvent vouloir conserver un secret profond et demeurer dans un mutisme solitaire, suivant le fameux axiome savoir aimer, oser, vouloir et se taire. Alors, voici ce qu'il m'a dit. Et je m'excuse en vous disant qu'il m'a dit cela, que je l'ai bien entendu, mais qu'après tout, il a pu parler sur un plan purement symbolique. Alors, voici ce qu'il m'a dit. Révélation scientifique. Actuellement, moi, comte de Phénix et de Saint-Germain, j'ai la charge de faire évoluer tout un continent, de Cadix à l'Oural, de la mer Caspienne à l'océan Arctique, des pays du soleil au royaume des banquises. Oui, alors il faut dire également que les maîtres existent, c'est-à-dire des êtres qui ont acquis la perfection, toute la perfection humaine que l'on peut supposer, qui sont en quelque sorte sur un plan transhumain, un plan surhumain. Mettons, d'après les investigations, cela dure à peu près 20 heures sur 24. Il leur faut bien une coupure pour être humain, car s'ils recevaient l'énergie cosmique, s'ils étaient toujours sous la conscience hypercosmique 24 heures sur 24, leur corps ne pourrait pas subir une telle tension et ils mourraient immédiatement. Pour rester sur Terre, ils ont besoin par conséquent d'un intervalle de 4 heures environ. Ces maîtres sont chargés tous de faire évoluer un continent ou un monde ou une patrie ou simplement, si on peut dire, une portion de l'univers. Ils ont effectivement la possibilité, par leur rayonnement, d'équilibrer ce que je pourrais appeler 1 milliard d'êtres humains. Et par conséquent, on pourrait dire déjà qu'il n'y a que 5 maîtres sur l'univers, étant donné qu'il y a à peine 5 milliards d'êtres humains. Mais enfin, comme cela continue à fructifier, il est possible qu'on ait besoin de plus de 5. Quoi qu'il en soit, le chiffre 5 revient avec précision, et il y a 5 grands maîtres actuellement dans l'univers. Lui, il est chargé, semble-t-il, de l'Europe et en même temps de l'Amérique, surtout de l'Amérique. Je prépare dans l'invisible certaines inventions qui changeront la face de la Terre. Au XVIIIe siècle, j'ai inspiré la locomotive et le bateau à vapeur. Oui, c'est pas totalement ce qu'il a fait de mieux, mais enfin, je crois que cela devait se faire malgré tout. Un boutard pessimiste
je médite une création nouvelle, la colonne. Il s'agit d'un appareil présentant la forme extérieure d'un pilier, mais contenant des computeurs capables d'explorer par rayonnement la surface de n'importe quelle planète du système solaire et même des systèmes solaires voisins. Bon, je crois qu'on commence à entrevoir la possibilité de le faire. Et qu'on arrive effectivement à faire quelque chose d'assez semblable. Mais je vous fais observer que si vous avez lu 2001, Épopée de l'espace, Odyssée de l'espace, vous voyez très exactement que le savant américain a repris des théories du comte de Saint-Germain. Il a dit qu'il y a des piliers surchargés de forces gigantesques qui existent, qui ont donné de la puissance aux premiers humains de dépasser leurs conditions humanoïdes et qui nous permettent d'explorer l'immensité du cosmos. Il prétend, ce roman prétend d'ailleurs, que ces piliers auraient été importés par des extraterrestres de grands galactiques qui auraient atteint eux-mêmes la perfection dans tous les domaines. Alors continuons. On pourra de cette manière visiter les mondes sans danger et communiquer de sphère en sphère. Ma méthode consiste à imprimer des suggestions dans l'inconscient d'un savant afin que lui-même ou un confrère en contact avec cet inconscient fécondé puisse recevoir une inspiration créatrice. C'est extrêmement simple, mais il faut être un maître pour le faire. Vous prenez des images puissantes, fécondantes, admirables, et vous les imprimez dans le subconscient de quelqu'un. Et celui-ci porte des germes qui rayonneront et qui vont influencer le subconscient d'un maître de l'homme de génie, tout simplement, d'un grand philosophe ou d'un grand savant qui, à partir de ces idées qui lui sont imposées extérieurement, alors qu'il s'imagine de retrouver lui-même, va découvrir des choses nouvelles. J'ai récemment rencontré en Espagne des touristes américains et j'ai imprimé dans leur psychisme les germes d'une multitude de découvertes, parmi lesquelles le pilier explorateur du cosmos. Donc, nous l'avons vu dans les romans 2001, Odyssée de l'espace. Ensuite, Non par choix politique en faveur de l'Amérique et contre la puissante Russie, mais par souci d'équilibre. oui, en principe, L'Occident et l'Orient doivent peser également dans la balance du destin. oui. Il y a évidemment, on se demande si cela est parfaitement vrai, d'ailleurs, enfin, probablement raison. L'Orient ayant développé surtout ce que l'on pourrait appeler l'intuition, et l'Occident ayant développé surtout ce que l'on pourrait appeler la raison et la technologie. Et lorsque nous arriverons à dépasser la technologie et à dépasser le mysticisme pour aboutir à une synthèse extraordinaire, ce que s'efforcent de faire certains savants contemporains, alors le monde aura atteint sa plus haute expression d'énergie, de puissance et de perfection. Grâce à mon intervention, les États-Unis rattraperont l'Union soviétique dans les compétitions spatiales, et cela dès l'année 1966. Ce qui est arrivé, et ce qui était absolument impossible. Tout le monde s'attendait à ce que l'Union soviétique continue à avoir des trouvailles encore plus extraordinaires. Ensuite, Puis la Lune, aux yeux de songe, sera conquise par les navires interplanétaires de l'Amérique. c'est clair, c'est une prédiction. Elle est nette, et ce sont bien les Américains qui sont allés les premiers sur la Lune. Les premiers hommes dont les pas s'imprimeront sur le sol mystérieux de notre satellite seront américains. Oui, Plus tard encore, vers 1980, l'Amérique débarquera des hommes sur une des deux planètes proches, Vénus et Mars. et voilà le problème. Il ne faut pas oublier que les maîtres nous donnent toujours des problèmes à résoudre, d'une manière inattendue. Il m'avait dit, moi que j'ai pas compris, que c'était des hommes qui les marqueraient sur Mars ou sur Vénus. Or, nous sommes à 89,
nous attendons jusqu'à 1990. Et puis après, nous pourrons penser ce que nous voudrons. Et pourquoi cette erreur, si erreur il y a? Bon, si on débarque par exemple, sur Mars ou sur Vénus, ça nous va. On le débarque et on le récupère. Alors, le comte aurait donc parfaitement raison. Mais si on ne le débarque pas, eh bien à ce moment-là, il sera toujours temps de faire des hypothèses nouvelles. Mais je pense qu'il n'est pas impossible qu'on puisse le débarquer, si l'on voulait. Seulement il semble que ce soit beaucoup trop dangereux et qu'il préfère envoyer des sondes, ce qui, évidemment, évite des dangers de vie humaine. C'est quand même beaucoup moins spectaculaire. Et peut-être cela se réalisera tout de même. Ensuite, mais il faudra encore 2 ans, 89 et 90. La Il ne Lune, faut pas oublier que ce sera les Américains, pas les Russes. la Lune sert de relais aux soucoupes volantes qui viennent de Ganymède, le satellite énorme du colossal Jupiter. Voilà une révélation scientifique tout à fait nouvelle et parfaitement inattendue. Continue. Les 3 autres satellites, Io, Europe, Callisto, sont des colonies ganymédiennes peuplées de races étranges, nains et géants aux yeux multiples. Là, c'est très beau. Le problème qui se pose est celui-ci. Est-ce qu'il parle de races physiques ou bien de races astrales? Alors, pour les races astrales, aucune difficulté. Ceux qui ont un corps astral peuvent prendre les formes les plus fantasmagoriques possibles. Mais si c'est un corps physique, là, ce serait assez prodigieux. Mais on n'a rien vu jusqu'à présent qui puisse, comment dirais-je, affirmer la vérité des révélations de Saint-Germain. Cependant, Ganymède est une planète ahurissante qui possède une atmosphère et qui, par conséquent, pourrait fort bien recéler une race humaine. Nous verrons par la suite. Maintenant, vous allez voir comment notre ami Jean Charron, eh bien, a été nettement prophétisé, ou tout au moins, a eu comme précurseur, eh bien, Saint-Germain lui-même. Vous allez voir que toutes les hypothèses qu'il a faites se retrouvent déjà dans les affirmations du conte fabuleux qui dévore les temps et les espaces. Les points rayonnements. Comment puis-je savoir de tels secrets? L'univers se compose, comme l'affirmait le Rose-Croix Leibniz, philosophe inspiré, de points vivants et sensibles, les monades. Leibniz fut un grand philosophe. Il ne faut pas oublier qu'il a inventé, ça n'a aucune importance, enfin je vous le signale tout de même, le calcul infinitésimal, différentiel et intégral, ce qui est quand même assez prodigieux. Il y aurait également, en dehors de cela, inventé une véritable science secrète qui remonterait aux premiers Atlantes. Il y aurait également sur le plan, comment dirais-je, on peut à ce moment-là vérifier, il y aurait également puisé une partie de sa science, tout au moins chez Rose-Croix, attendu qu'il était le secrétaire de la Rose-Croix de Berlin. Détail que la plupart des historiens de la philosophie évitent très soigneusement, car cela les gêne très considérablement. Mais Leibniz était en Rose-Croix. Nettement, il savait donc de quoi il parlait, et c'était un maître capable de son regard de pénétrer l'infini. Il avait proposé sur un certain plan que nous pourrions appeler prophétique, il avait proposé à Louis XIV, qui le gênait considérablement, qui gênait considérablement l'Allemagne, il lui avait proposé un plan de conquête de l'Égypte. Or, ce plan de conquête de l'Égypte s'est réalisé avec
trame irrésistible du temps et de l'espace. Elle s'entoure d'un cercle de matière subtile, d'énergie pure, et forment ainsi des points rayonnement, ossature des mondes. Voilà la théorie du corps de Saint-Germain, des molécules, en fait, pardon, des atomes, enfin des points, car c'est mieux que des atomes, c'est des points. Autrement dit, ce que j'appellerais des points géométriques. Ils sont environnés d'un immense rayonnement. La différence entre le comte de Saint-Germain et puis Jean Charron, c'est que pour Charron, ce point de rayonnement est infini. Je veux dire, le rayonnement de son point remplit l'espace infini. Tandis que pour le comte de Saint-Germain, il semble qu'il est admis qu'il aille en décroissant. Il y aurait une espèce, au fur et à mesure que l'on s'éloignerait du point rayonnement, le rayonnement perdrait de sa puissance et finirait par se dissoudre dans l'espace infini. Il y aurait quand même des mélanges, évidemment, des mélanges entre tous ces points de rayonnement et leur rayonnement. Mais cette idée se retrouve donc bien avant Charron, dans le comte de Saint-Germain, et il y a, semble-t-il, plus de vérité, car on voit mal un rayonnement emplir l'infini. Tandis qu'on voit très bien un rayonnement s'étaler graduellement jusqu'au moment où il se perd à des distances incommensurables, ce qui n'empêche pas que nous soyons tous baignés par les effluves les uns des autres. L'espace a pour tissu des points rayonnement les spations, le temps des points rayonnement les chronos, la gravitation des points rayonnement les gravitons, la vie des points rayonnement les vitons. Voilà 4 grandes phases qui correspondent d'ailleurs aux 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, et qui correspondraient à la gravitation, à la vie, au temps et à l'espace. Cela nous change, si l'on peut dire, les conceptions newtoniennes, selon lesquelles le temps et l'espace sont immuables, ne peuvent jamais bouger et sont toujours pareils à eux-mêmes. Tout cela a été changé par Einstein, qui nous a appris que le temps variait avec la vitesse, que l'espace était curviligne et probablement un état d'explosion. Le maître des spations peut se transporter par la volonté dans n'importe quelle région de l'espace jusqu'aux limites de l'univers bulle dont la sphère immense nous enserre. J'ajoute que nous pouvons, il nous donne sans doute une méthode, c'est-à-dire par l'imagination, qui est essentielle pour la réalisation de l'être humain. Par l'imagination, nous pouvons nous transporter à l'esprit dans n'importe quelle portion de l'espace. C'est un premier exercice. Et grâce à cet exercice, vous pouvez aboutir à la vision des mondes les plus fabuleux. Le deuxième, le maître des gravitons a le pouvoir de condenser l'énergie jusqu'à former des particules matérielles, des objets tangibles et même des astéroïdes. Oui, tout ceci est le propre naturellement des grands maîtres. Mais enfin, la deuxième chose que nous pourrions faire, c'est imaginer, par exemple, la création d'objets. Et c'est une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle démarche de l'alchimie universelle. C'est en imaginant des objets que nous pourrons les créer.
il avait écrit sur un carnet particulier, il avait écrit ses expériences et ses prières. Le carnet a disparu, complètement disparu. Et quelque temps après, il le retrouve. Il le retrouve un peu brûlé. Le diable, sans doute, était mécontent de ce qu'il y avait à l'intérieur du carnet. Mais enfin, il le lui a retiré. Eh bien, cette extraordinaire histoire d'objets qui apparaissent et disparaissent, je suis persuadé que cela vous est arrivé. Et c'est peut-être le fruit sur notre plan de vos tendances, de vos craintes et de vos désirs. Je peux vous rappeler une histoire de fou. J'avais acheté 2 livres, plusieurs livres, parmi lesquels un livre d'anticipation intitulé Le nom-être. J'avoue que c'était une provocation. Alors le résultat, c'est que le lendemain, mon livre avait disparu. Je l'ai peut-être retrouvé, je ne l'ai jamais retrouvé. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'en ai acheté un autre. Enfin, c'est certainement pas la peine. Alors, à chaque instant, je résume ma petite histoire, elle est plus compliquée que cela. À chaque instant, par conséquent, des objets peuvent se créer et peuvent se dématérialiser. Évidemment, cela paraît fabuleux, mais je crois que ce sera une des découvertes du grand âge du Verseau dans lequel nous sommes entrés depuis 1784. Le maître des Vitons saisit dans la possibilité universelle des germes et les condense en êtres vivants, plantes, animaux, humanoïdes. C'est là qu'il vous arrive peut-être de rencontrer des êtres humanoïdes qui n'ont peut-être jamais existé. Si nous allons à ce point de vue-là, nous pourrions soutenir que la plupart des extraterrestres n'ont peut-être jamais existé et ne sont que la condensation de nos pensées. Cette idée a été d'ailleurs déjà exposée. Donc je ne sais pas si elle est force, en tout cas elle est fort originale. Elle était exposée par Jung, jeune, le grand philosophe jeune, qui prétend qu'à une certaine distance de la Terre, eh bien, dans l'atmosphère, nos pensées peuvent, nos désirs aussi, peuvent se matérialiser. Et qu'on peut rencontrer des bons hommes qui sont créés par nous-mêmes. C'est ainsi qu'il explique le phénomène, non seulement des soucoupes volantes, mais des êtres qui sont à l'intérieur des soucoupes volantes, que l'on peut toucher et que l'on peut voir. Quoi qu'il en soit, cela se situe fort bien dans l'aura du comte de Saint-Germain. Continuons. Enfin, le maître des chronons brise les murailles de la mort et durant la chaîne illimitée des siècles devient immortel. Je suis un des grands mages du temps, de l'espace, de la gravitation et de la vie. Et je vous ferai observer que ça fait partie, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, des 4 éléments, terre, air, eau et feu. Néanmoins, en tant qu'homme, la faillibilité me guette. Il m'arrive aussi de parler à travers le prisme chatoyant des symboles. Voilà qui est extrêmement curieux. Et ce qu'il a dit, était-il symbolique ou réel? De toute manière, nous revenons au grand maître, et lui, il est chargé, semble-t-il, de gouverner l'Amérique. Ne pas oublier d'ailleurs qu'il a donné une initiation à la plupart des fondateurs de l'Amérique, et notamment à Franklin, lequel affirmait nettement avoir reçu une connaissance transcendante, et il déclarait qu'il croyait à la réincarnation. Il a mis sur
et en même temps de sa croyance à la réincarnation. Il avait reçu, et avec Mirabeau, une initiation du comte de Saint-Germain. Et Mirabeau et lui savaient qu'il existait le centre de la galaxie et que dans ce centre, il y avait un super soleil. Et c'est ce soleil du centre de la galaxie qui était précisément l'habitation de la puissance suprême. Et Saint-Germain prétendait apporter la 8e initiation. Les 7 grandes initiations s'arrêtent au soleil. Et lui prétendait apporter une nouvelle initiation qui était celle du grand soleil central. Je vous rappelle quand même, si vous voulez, d'une manière très schématique, si vous voulez par exemple avoir l'initiation de l'intelligence cosmique, il suffit d'imaginer que le grand soleil central descend par une pointe d'or, un rayon d'or qui pénètre à l'intérieur de vos oreilles, se condense dans votre glande pinéale et lorsque vous expirez, se répand à travers toute la Terre. D'abord à travers toute la Terre et ensuite à travers toute la Terre. Et grâce à ce petit système qui est extrêmement simple, vous pouvez aboutir à d'énormes révélations. Eh bien, cette idée du comte de Saint-Germain, qu'il y a une 8e initiation, a été reprise. Et je crois qu'une des marques, justement, de l'âge nouveau du Verseau, ce sera la 8e initiation. Au-delà des conceptions antiques à propos de l'atome, nous y sommes toujours sans y être restés, il y avait d'autres conceptions et qui faisaient de l'atome quelque chose de différent du point mystérieux, du point rayonnement. Et nous aboutissons d'ailleurs à cette idée que ce point rayonnement était à la fois vivant et non vivant. Je m'entends, nous nous trouvons par exemple devant ces conceptions bizarres enfantées par des maîtres de l'Antiquité, suivant laquelle les atomes pouvaient avoir n'importe quelle forme et cependant être tout de même éternels et parfaits. Ces conceptions seront, je crois, renouvelées parce qu'il y aura une image qui représentera les atomes. Dans le passé, je parle bien du passé le plus lointain, lorsque l'on a commencé à penser, eh bien, il y a 2 écoles, si on peut dire 2 philosophes, qui ont tous 2 des fragments de vérité. La première école, c'est celle des illozoïstes. Ils croyaient que tout était vivant, qu'il n'y avait pas une seule particule inerte. Par exemple, vous prenez une pierre. Eh bien, cette pierre est composée, je traduis en langage moderne, cette pierre est composée d'atomes. Elle est donc vivante, bien qu'elle paraisse parfaitement morte. Elle est vivante parce que chaque atome est un être vivant
il a la possibilité, comme le dirent plus tard les plotiniens, les néo-platoniciens, comme il est libre, il a la possibilité d'agir, de se développer, d'être pareil à un être divin, et dans ce cas, il se réincarnera parmi les dieux. Mais il a aussi la possibilité, le pouvoir d'agir, de parler comme un être simplement humain, occupé de problèmes humains, et il va renaître sous la forme d'un être humain. Maintenant, s'il est occupé uniquement de problèmes inférieurs, uniquement de son corps, il est possible, et de ses instincts purement d'ordre animal, il est improbable qu'il va revenir dans l'espèce animale. Platon d'ailleurs était plus brutal que cela, mais ce que je vous dis là est une vérité que je qualifierai d'absolue. Platon, lui, était quand même plus brutal encore, et il déclarait que, ma foi, les hommes pourraient fort bien agir admirablement, mais s'ils n'avaient pas la lucidité de leur action, ils pourraient se retrouver dans des espèces animales, pas même comme un châtiment, comme une expérience nouvelle. Par exemple, des êtres qui sont toujours bons et qui ont agi de manière bonne, mais sans savoir pourquoi. Ils le font à cause de leur éducation et parce qu'on leur a dit que c'était bien. Ces êtres qui agissent bien, mais qui ne sont pas lucides et qui n'ont pas la connaissance de leur moi profond, risquent de se retrouver parmi les fourmis ou les abeilles ou les castors. Sans qu'il y ait le moindre châtiment, il y a simplement un désir de retrouver un élément en nous-mêmes. Eh bien, et surtout, de ne pas être absolument lucide. Mais une fois que l'on est lucide, on n'a plus besoin de se réincarner dans les espèces inférieures et il faut aller au-delà. Mais la lucidité, je continue dans ce chemin, ne peut s'exprimer qu'à travers ce que j'appellerai le souvenir des vies antérieures. Si vous ne vous souvenez pas de vos vies antérieures, vous ne pouvez pas être lucide. C'est assez clair, car vous ignorez une multitude de phénomènes karmiques qui sont en vous. Voilà pourquoi il est encore nécessaire de connaître ces vies antérieures. Je vous indique un moyen, vous le connaissez, de plonger dans vos vies antérieures. Il est, hélas, terriblement simple. Vous imaginez que vous êtes un nain tout doré. Et ce nain doré est à l'intérieur de votre cœur, plus exactement du chakra de votre cœur. Et vous voyez devant vous cette marche de cristal que vous gravissez allègrement. Vous arrivez devant un palier, et ce palier aboutit à une fenêtre fermée. C'est là que les choses se regardent. Vous êtes là, vous, le nain, tout doré, et vous envoyez des pensées d'amour à tous vos maîtres, en leur demandant de vous donner l'image d'une vie antérieure. Puis ensuite, vous ouvrez la fenêtre et vous regardez.
c'est avant de nous endormir, d'invoquer tous vos maîtres, et notamment votre esprit guide, ce qu'on appelle l'ange gardien, en lui demandant de vous donner une image de vos vies antérieures dans le miroir mouvant des rêves. Et vous l'aurez. Conclusion, on peut dire que les grands maîtres de l'éternité nous ont donné tous les moyens pour aboutir à une lucidité parfaite. Et lorsque vous l'aurez atteinte, cette lucidité parfaite, que vous arrivera-t-il et que ferez-vous? Il y a ce qu'on peut appeler l'élargissement de la conscience. Nous avons d'abord la conscience de notre être humain. Puis au fur et à mesure que nous nous élevons, nous pouvons avoir une conscience de plus en plus élargie. Nous avons par exemple la conscience de votre pays. C'est ce qui se trouve dans l'initiation des anciens Iraniens. À un moment donné, la 6e initiation était perse. C'est-à-dire que l'on avait la conscience du pays auquel on appartenait. Nous étions unifiés à notre puissance d'ordre purement, comment dirais-je, terrestre. Nous avons une âme multitudinaire. Cette âme, on la rencontre quelquefois. Je peux vous raconter de petites histoires très rapides. J'ai rencontré une fois l'âme collective, si l'on peut dire, de l'Amérique. Sous la forme de l'oncle Sam, bien entendu, mais fantastique, et d'une puissance démesurée. Quand il m'a regardé, j'ai dû faire appel à toute mon énergie pour ne pas être comme, je ne dirais pas détruit, mais pour ne pas tomber vers lui comme une jeune fille devant un monstre hideux. Et il n'était pas monstrueux, mais il était d'une puissance démesurée. La deuxième expérience, c'est différent. C'est au moment de la translation du héros du héros de la résistance au Panthéon. Eh bien, je ne l'ignorais complètement. Et brusquement, je me vois transporté à bord de mon corps et je rencontre l'âme de la France. Voilà. C'était une femme d'une merveilleuse beauté, d'une splendeur inégalée et qui en même temps était environnée d'un fantastique tournoiement d'énergie. Elle m'a dit, beau pays, beau soldat, et j'ai senti au fond de moi la puissance intégrale de la nation française. Après avoir été, si j'ose dire, l'âme d'un pays, nous pouvons devenir l'âme d'une planète.
absolue de tout ce qui se passe sur ces planètes. Enfin, vous devenez un avec le Soleil. Et là, c'est extrêmement curieux parce qu'en devenant un avec le Soleil, vous devenez au moins momentanément l'âme du Soleil et vous recevez alors tout à fait la 7e initiation, c'est-à-dire l'esprit de prophétie et en même temps l'illumination permanente. Mais tout n'est pas terminé. Devenir l'âme d'un soleil est quelque chose de fabuleux, mais vous pouvez devenir l'âme d'une galaxie, c'est-à-dire